bonsoir ou bonjour, c'est selon. Bienvenue dans la 25e émission des visages de la recherche, des hommes et des femmes qui cherchent dans une liberté totale et souvent trouvent, comme c'est le cas, bien entendu, dans le domaine du cancer, où, vous le savez, le Télévis joue un rôle capital dans le financement des jeunes chercheurs et chercheuses. Avec nous, Sophie Lucas, bonsoir. Bonsoir. Professeure en immunothérapie du cancer auprès de l'UCL et promotrice principale Télévis. Alors, Sophie Lucas, j'ai le sentiment que toute votre vie de recherche, vous avez été accompagnée par le FNRS, par le Télévis et maintenant vos chercheurs, vos chercheuses également. Absolument, oui. Donc j'ai commencé ma carrière de recherche grâce à un financement du FNRS. Le Télévis, très tôt, m'a permis de terminer ma thèse de doctorat. Je suis partie à l'étranger, revenue fonder mon propre groupe à l'UC Louvain au sein de l'Institut de Duve. Et pour faire fonctionner un groupe de recherche, on doit engager soi-même des étudiants doctorants, des post-docs, des techniciens. Et le FNRS et le Télévis en particulier ont toujours été à mes côtés pour m'aider à financer ces recherches. Et en plus, ce sont des jeunes d'avenir chaque fois qui sont aidés. Absolument, parce qu'on doit sélectionner quelque part les jeunes qui ont un potentiel exceptionnel pour faire cette recherche. Il faut avoir énormément Vous êtes très exigeante lorsque vous présentez un projet ? Je suis d'abord très exigeante par rapport à moi-même quand j'écris ce projet pour demander des financements, de sorte à m'assurer qu'il soit original, rigoureusement présenté et porteur d'un potentiel impact pour la science biomédicale. Alors, votre niche de recherche qui est capitale, je vais essayer de résumer parce que, bon, c'est pas évident. Comment fonctionne le lymphocyte T régulateur, qui peut jouer un très très beau rôle, lui, pour contrer toutes les maladies auto-immunitaires. Donc là, on lui dit bravo, mais il peut aussi jouer un rôle complètement néfaste dans le cancer. Ça a été votre objet de recherche. Absolument. Ça, c'est la question qui me taraude depuis 20 ans, depuis que j'ai fondé mon propre groupe et qui, j'espère, va m'occuper encore pendant quelques années, sans doute les 10 années qui vont venir. Le lymphocyte T régulateur, c'est un type de lymphocyte, donc de cellules de notre système immunitaire, qui, comme vous l'avez très bien expliqué, est en fait indispensable pour que nous puissions mener une vie normale et ne pas être sous le couperet et le joug d'un système immunitaire qui fonctionnerait trop, qui s'emballerait contre les agressions extérieures et qui se retournerait contre nous. Donc les lymphocytes T régulateurs sont là pour empêcher le système immunitaire de se retourner contre nos propres tissus et nous préserve en fait des maladies auto-immunitaires. Mais dans les maladies dans lesquelles on a besoin d'un système immunitaire fort, qui fonctionne très bien, comme par exemple le cancer, où on sait que le système immunitaire peut reconnaître les cellules cancéreuses et les éliminer, eh bien là, les lymphocytes T régulateurs, ce sont des traîtres, ils trahissent leur camp. Ils trahissent leur camp, si vous voulez, ils empêchent notre système immunitaire d'éliminer les cellules cancéreuses. Et là, vous avez dû trouver des anticorps. Alors, on a dû d'abord trouver comment fonctionnaient ces lymphocytes T régulateurs dans le cancer pour essayer d'identifier les mécanismes qui leur permettent d'être délétères chez les patients cancéreux. Et ça a été notre première découverte. Il a fallu 5 ans pour découvrir la première molécule importante pour le fonctionnement des lymphocytes T régulateurs dans le contexte de nos recherches. Cette molécule s'appelle GARP. Et puis, nous avons encore mis 5 ans pour développer des outils qui permettent de cibler cette protéine qui s'appelle GARP et qui permet aux lymphocytes T régulateurs de jouer leur rôle délétère dans le cancer. Donc ces outils, ce sont des anticorps monoclonaux dirigés contre GARP et qui empêchent les lymphocytes T régulateurs d'exercer leur fonction immunosuppressive. Comment est-ce qu'ils empêchent? C'est une sorte quoi, d'épieu lancé dans... Si vous voulez, c'est une molécule, un anticorps qui va aller se lier directement à la surface des lymphocytes T régulateurs en se liant à cette protéine GARP et qui va empêcher GARP d'émettre un messager inhibiteur qui va aller bloquer le système immunitaire. Ça, c'est une merveilleuse trouvaille. Ah, c'était une très belle découverte au moment où on s'est rendu compte que notre anticorps monoclonal, dont
on pressentait les fonctions. Quand on s'est rendu compte comment il fonctionnait exactement, en voyant la structure tridimensionnelle de cet anticorps interagissant avec GARP à la surface des T-règles, et on a compris à ce moment-là comment il pouvait fonctionner. Alors, pratiquement aujourd'hui, les tests cliniques battent leur plein. Alors, ma question, vous aurez votre molécule quand ? Donc la molécule, on l'a. Oui, elle mais est prête. Prête à être. Alors, elle est en cours de test. C'est ça. Donc ça prend énormément de temps. Elle est en cours de test clinique, c'est-à-dire qu'on l'a injectée chez un premier patient qui a accepté de participer à un essai clinique en 2019. On est aujourd'hui en 2024. On est en train de terminer les études cliniques de phase 1. Et on fait ça avec l'industrie. Je ne fais pas ça toute seule, parce que ça, on n'a pas les moyens dans les laboratoires académiques de financer ce genre de recherche, malheureusement. Il faudra encore probablement 5 ans, peut-être même un peu plus, pour réussir à franchir les étapes des essais cliniques de phase 2 et de phase 3, pour pouvoir savoir, répondre à la question cruciale, est-ce que cette molécule qu'on a déjà et qu'on est en train de tester peut être efficace pour lutter contre le cancer, pour être une forme efficace d'immunothérapie du cancer chez les patients. Dites-moi, on a le sentiment qu'on va vers des thérapies de plus en plus ciblées. Est-ce que c'est exact ? C'est absolument exact, et ça, c'est le résultat des progrès incroyables et révolutionnaires de la biologie moléculaire et de l'application des techniques de biologie moléculaire à la médecine de tous les jours. Et c'est également le résultat, dans le domaine du cancer, des progrès extraordinaires faits en immunologie fondamentale et moléculaire, qui nous permet de développer des outils ciblés sur les cellules immunitaires. Vous pensez que l'immunothérapie, un jour, remplacera la chimiothérapie, ou c'est pas encore pour demain ? Ça, c'est pas encore pour demain. L'objectif n'est pas de remplacer complètement une approche de traitement du cancer. L'objectif est de fournir des approches complémentaires qui peuvent d'ailleurs être combinées les unes aux autres pour proposer des traitements les plus efficaces et les moins toxiques possibles aux patients. Alors, revenons à la recherche fondamentale, que le télévis aide, et le FNRS aussi, bien entendu. Capital, car les inventions, finalement, viennent d'où ? Des intuitions, des hypothèses les plus inattendues, des brainstorming entre chercheurs ? De tout ça, en fait. L'inspiration est probablement une des sources principales de l'innovation, ça c'est clair. Mais il faut savoir qu'il faut susciter une masse incroyable d'inspirations différentes pour espérer qu'une de celles-ci mène à une innovation qui va véritablement faire la différence, mais dans le domaine biomédical pour les patients. Donc il faut que cette base soit extrêmement large, que ce vivier, en fait, de chercheurs dans le domaine fondamental soit extrêmement large pour espérer avoir 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans plus tard, un nouveau médicament qui va vraiment changer la donne pour les... Mais vous êtes évidemment dans la recherche fondamentale, mais je dirais aussi un peu translationnelle, car vous passez de, j'ai envie de dire, de votre labo, de votre cocon de recherche aux patients. Absolument. C'est une chance incroyable. Je ne suis pas certaine que tous les chercheurs dans le domaine des sciences fondamentales ont la chance... Parce que, comme je vous le disais, il faut une base extrêmement large et finalement, ce qui finit par aboutir à l'application réelle, ça ne va toucher qu'une petite proportion de chanceux, quelque part. Et moi, j'ai cette chance extraordinaire d'être partie d'un aspect très, très fondamental de questions de sciences biomédicales. J'ai fait la médecine, mais j'ai tout de suite commencé, après mes études de médecine, à faire de la science fondamentale. Et j'ai pu, grâce à cette chance incroyable, le soutien que j'ai eu de l'extérieur, de pouvoir voir arriver mes recherches jusqu'à une application potentielle. C'est exactement ce que vous décrivez, c'est de la recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on a la chance d'aller depuis le bench, donc le laboratoire, jusqu'au lit du patient, et parfois en sens inverse aussi, et c'est ce qui est en train d'arriver avec nos recherches, puisque notre outil notre médicament potentiel est en train d'être testé en essais cliniques. Aujourd'hui, on accompagne ces essais cliniques en obtenant des biopsies chez des patients qui ont reçu notre nouveau médicament et en retournant au laboratoire, donc depuis le lit du
du patient jusqu'au laboratoire pour continuer à essayer de comprendre comment ce médicament fonctionnerait, s'il fonctionne en définitive, de sorte à pouvoir nourrir les recherches suivantes et les progrès futurs. Malgré le Télévis, malgré le FNRS, vous courez encore, vous aussi, après des subventions, de l'argent pour pouvoir tout couvrir? Mais oui, bien sûr. Ça, c'est plus on avance dans la carrière du chercheur, plus ce poids de la recherche de financement devient important. Plus le groupe de recherche que l'on dirige grandit, plus ce poids devient important parce qu'il faut financer. Vous avez des insomnies la nuit pour garder tout? J'ai beaucoup d'insomnie la nuit, oui. C'est vrai? Oui. Pour ça et pour d'autres choses. Mais vous savez, le travail du chercheur et de l'académique, en gros, c'est un travail qui demande d'être obnubilé par ce que l'on cherche à accomplir. Et donc, c'est ça qui suscite des insomnies. Oui. Alors, pour terminer, un court message pour les jeunes qui sont attirés par la recherche et qui, peut-être, un jour, rejoindront le Télévis. Qu'est-ce que vous leur diriez, là, les yeux dans les yeux? Je leur dirais que c'est le plus beau métier du monde, à mon sens, et que ça vaut vraiment la peine de s'investir. C'est douloureux, parfois. C'est un chemin extrêmement difficile, mais les gratifications, quand on a la chance d'en avoir quelques-unes, de simplement découvrir quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu par quelqu'un d'autre, ce sont des moments absolument fabuleux. Donc je les encouragerais. Merci d'avoir été mon invité. Et puis, vous pouvez, bien entendu, retrouver ces interviews, ces capsules sur les sites de la Libre, de l'ADH et de Vers l'avenir.